C'est le temps des examens à l'éducation nationale. Tandis que les lycéens passent le baccalauréat, les députés ouvrent demain le débat toujours explosif sur le financement de l'école privée. Pourquoi risquer ainsi de troubler la paix scolaire? Quelle concurrence et quels équilibres nouveaux s'agit-il de trouver entre l'enseignement public et l'enseignement privé? Les réponses et l'analyse de François Bayrou, le ministre de l'Éducation nationale. Bonsoir. Dans plusieurs pays d'Europe et dans une douzaine de villes en même temps, des militants d'un parti extrémiste kurde s'en sont pris aujourd'hui avec violence aux intérêts de la Turquie. Une offensive qui intervient à la veille de la formation d'un nouveau gouvernement en Turquie et qui n'a pas épargné la France. Xavier Bodinhul. Une des actions se poursuit ce soir à Munich, où 10 personnes sont toujours otages dans le consulat de Turquie. Vers 19h30, toutes les femmes retenues depuis le matin ont été libérées. Les 8 preneurs d'otages kurdes, qui se disent membres du PKK, exigent que le chancelier Kohl intervienne à la télévision pour demander à Ankara de cesser le combat contre les Kurdes. Dans 12 autres villes d'Allemagne, des manifestants s'en sont pris au consulat ou à des intérêts turcs. Même action en Suède et au Danemark. En Suisse, ici, des coups de feu ont été tirés lors d'affrontements devant l'ambassade turque à Berne. Un manifestant kurde a été tué et il y a 7 blessés. En France, à Marseille, la prise d'otage au consulat s'est terminée au bout de 3 heures sans effusion de sang. Autre action à Lyon contre le siège de la Turkish Airlines. Des actions très préparées que les spécialistes interprètent comme un double message. Vis-à-vis des Occidentaux pour essayer de briser ce mur de silence qui entoure l'atroce guerre qui se déroule au Kurdistan. Vis-à-vis de la Turquie pour dire attention, vous ne pouvez pas continuer à espérer de mener cette guerre uniquement au Kurdistan. Nous avons aussi les moyens de vous nuire, y compris à l'étranger. Les extrémistes kurdes du PKK ont décidé d'étendre à toute la Turquie leur guerre totale, en particulier vers les régions touristiques. Par leurs actions sans précédent d'aujourd'hui, ils entendaient sensibiliser l'opinion internationale au combat qu'ils mènent depuis 9 ans pour l'indépendance du Kurdistan. Et ce soir, un proche collaborateur du chancelier Kohl est à Munich pour tenter de négocier avec les Kurdes. Il reste encore 10 otages, tous des hommes, des employés du consulat de Turquie cernés par la police donc à Munich. Les transis du football diront encore qu'on n'a pas le droit de salir leur sport, mais la mise en garde à vue ce matin d'un footballeur de Valenciennes ravive le parfum de corruption et les rumeurs d'un drôle de jeu entre Valenciennes et l'OM. Claire Sébastien, Xavier Bodinhul. Au domicile des parents de Christophe Robert, les policiers ont retrouvé 250 000 francs. Le joueur de Valenciennes est en garde à vue ainsi que son épouse. Il pourrait être mis en examen ce week-end. Le 20 mai dernier, un défenseur de Valenciennes, Jacques Glassman, avait affirmé avoir reçu la veille du match un coup de téléphone d'un dirigeant de l'OM lui proposant de l'argent pour lever le pied pendant le match Valenciennes-OM. Christophe Robert était ce soir-là aux côtés de Jacques Glassman. Ce soir, Bernard Tapie dit qu'il n'est au courant de rien et que les joueurs de l'OM n'ont pas besoin de corrompre leurs adversaires pour gagner des matchs. Guillaume Depardieu est ce soir en prison. La 8e chambre correctionnelle de Versailles vient de le condamner à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. Un mandat de dépôt a été prononcé à l'audience contre le jeune acteur qui comparaissait pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Les avocats ont décidé de ne pas faire appel. Adoption définitive à l'Assemblée de la réforme du Code de la nationalité. Les députés socialistes annoncent leur intention de saisir le Conseil constitutionnel. Quant au projet de loi sur le séjour des étrangers, l'amendement Marceau est désormais entre les mains du Sénat. Charles Pasqua laisse le soin à la commission des lois de rédiger la nouvelle mouture. Décor calciné au milieu d'un amas de ferraille, celui d'un trolleybus incendié alors qu'il circulait sur une des artères les plus passantes de Moscou. La catastrophe s'est produite vers midi. Un poids lourd percute un camion-citerne. Celui-ci explose. Sous l'effet du choc, le fioul en feu se déverse sur le trolley bondé. Bilan, 11 personnes brûlées vives, 5 autres grièvement blessées. Une confédération pour la Bosnie et un remaniement pour la Fort-Pronu. Pendant qu'à Genève, Serbes et Croates s'accordent sur un partage tripartite de la Bosnie en l'absence des musulmans, c'est le chassé-croisé au plus haut niveau du commandement militaire de la Fort-Pronu. Avec l'arrivée probable au 1er juillet du général français Jean Cotte, 59 ans, à la tête des casques bleus sur l'ensemble de l'ex-Yougoslavie. Quant à la mission de Philippe Morillon à Bosnie, elle s'achève. Le général Courage ne regrette rien. Si je dois quitter, c'est maintenant officiel, avec le sentiment d'avoir beaucoup reçu, peut-être un peu donné,
Capture dans l'espace. Après 3 jours de poursuite orbitale, la navette américaine Endeavour a réussi à mettre la main, ou plutôt le bras articulé, sur la plateforme scientifique européenne Eureka. Un laboratoire qu'Endeavour a aussitôt chargé dans ses soutes pour un retour à terre prévu mardi prochain. Les passions étaient retombées, on avait oublié les grandes foules et les vrais clivages des années 80 quand on s'étripait en France entre partisans de l'enseignement privé et partisans du public. La paix scolaire régnait donc. Jack Lang pensait l'avoir scellée par un accord en juin 92 entre son ministère de l'époque et les dirigeants de l'enseignement catholique. Et voilà qu'à partir de demain, à l'Assemblée, les députés vont devoir se prononcer sur le financement de l'école privée. Ils devront en effet se prononcer sur une loi qui remonte à 1850, la loi Fallou, qui fut le premier texte législatif reconnaissant en République l'existence des écoles privées à côté des publics. Pierre Friedenreich nous explique les dispositions. Centenaire, la loi Fallou fut le premier texte législatif reconnaissant l'existence des écoles privées. Mais certaines de ces dispositions restreignent les subventions immobilières des collectivités locales à 10% des dépenses engagées dans le secondaire et les interdisent dans le primaire. Depuis, une série de textes ont amélioré le sort du privé et les derniers accords signés par l'enseignement catholique et les ministres de l'éducation socialiste ont quasiment mis fin à tous les contentieux. Restait cette fameuse loi Fallou que le gouvernement Balladur voudrait abroger, mais attention. Je suis très inquiet. Dans l'état actuel du texte, c'est la guerre qui est rallumée. C'est une provocation à l'égard de l'école publique, et ce n'est pas non plus une bonne chose pour l'école privée, qui apparaîtrait alors comme une école privilégiée. Et si l'on envisage l'adoption d'une telle loi, il est impérieux que, premièrement, l'école publique soit protégée, soutenue, encouragée. Deuxièmement, que l'école privée accepte des obligations de service public nouvelles, implantation dans des quartiers difficiles, accueil d'enfants handicapés et toute une série d'autres obligations. Demain, si la loi est adoptée, les communes pourront soutenir les écoles privées, les départements les collèges et les régions les lycées. Mais ces aides d'investissement ne devront pas être supérieures à celles apportées aux établissements publics de même niveau. Une garantie qui ne satisfait ni ne calme le camp laïque, inquiet d'une concurrence accrue du privé. Pour le Comité national d'action laïque, la fin de la loi Fallou est tout simplement un coup de poignard dans le dos du service public. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, bonsoir. Vous avez entendu les arguments des adversaires donc de la proposition de loi que vous appuyez, proposition de loi de la majorité, qui risque fort donc de relancer la querelle scolaire. Votre réplique, il s'agit de quoi? De provocation, d'un coup de poignard? Non, vous me demandez ma réaction. Je vais vous dire simplement, ça me fait un peu rire. Ça me fait un peu rire parce que c'est une bagarre, un débat qui a eu lieu il y a 30 ans. Lorsque M. Michel Debré a fait voter une loi pour régler les rapports entre l'école privée et l'école publique en France, c'est avec un constat tout simple, et le constat était celui-ci, les parents, les familles ne peuvent plus assumer elles seules la charge des maîtres, le salaire des maîtres. Ça coûte trop cher. Et donc, si on veut que la liberté soit réelle, alors il faut que les familles aient les moyens de cette liberté, il faut que l'État prenne en charge les salaires des maîtres. Mais depuis, il y a eu quelques épisodes. Et pourquoi? Pour une raison toute simple, parce que les enfants qui sont scolarisés à l'école privée sous contrat, ce sont les mêmes enfants, ils ont les mêmes droits que ceux qui sont scolarisés à l'école publique. Les familles sont les mêmes. Les parents sont des contribuables, comme eux, et des citoyens de la même nature. Et donc, les mêmes obligations et les mêmes droits. Aujourd'hui, le débat est exactement le même. On a aplani un certain nombre de choses, il n'en reste qu'une. Il se trouve que par une disposition qui date de 1850, les communes ou les départements n'ont pas le droit de subventionner les investissements immobiliers. L'État paie les maîtres, mais les communes n'ont pas le droit d'aider à réparer les toits sous lesquels ces maîtres enseignent. Et donc là, il s'agirait de rétablir une espèce de parité au niveau des investissements, comme il y en a une au niveau des dépenses de fonctionnement. Il ne s'agit pas d'abroger la loi Fallou. Il ne s'agit pas de relancer quelque querelle que ce soit. Il s'agit de donner aux communes, aux maires qui le souhaitent, qui ont été élus pour cela, ou aux départements, aux conseils généraux qui le souhaitent, le droit, s'ils le veulent, d'aider à réparer les immeubles, les toits ou les murs de l'école privée, comme ils construisent à 100%
les établissements de l'école publique. Et quand Jack Lang demande des règles de protection ou des garde-fous pour le secteur public, qu'est-ce que vous lui répondez? Je dis que ces garde-fous seront dans la loi. C'est-à-dire que je prends un engagement tout simple pour que tout le monde voit qu'il s'agit de quelque chose de raisonnable et d'équilibré. La loi fera en sorte qu'aucune collectivité n'ait le droit de dépenser plus par élève pour le privé qu'elle ne dépense pour le public. De sorte qu'on verra bien qu'il s'agit simplement de traiter tout le monde de la même manière, d'être équitable, de considérer que tous les citoyens ont les mêmes droits en face des impôts qu'ils paient. Et pas nécessairement donc de ranimer la concurrence et d'ouvrir ce que les syndicalistes de la FEN appellent la guerre de marché. Encore une fois, est-ce que ça fait des décennies, et spécialement presque 10 ans, que les collectivités locales ont dépensé de très grosses sommes pour améliorer les locaux de l'école publique? Très grosses sommes, des milliards et des milliards de francs. Ils l'ont fait avec les impôts de tous les Français, ceux qui ont leurs enfants à l'école publique et ceux qui ont leurs enfants à l'école privée. Est-ce que vous avez jamais entendu dire quelqu'un que l'école publique faisait ainsi une concurrence déloyale à l'école privée ou qu'on avait détourné l'argent des contribuables que sont les parents d'élèves de l'école privée pour le donner à l'école publique? Ça ne tient pas. Il est temps de sortir de ces schémas anciens, et d'ailleurs, M. Lang le sait très bien, parce qu'un certain nombre des précautions qu'il demande, il n'ignore pas qu'elles sont dans le projet que je défendrai demain et dans les amendements que je déposerai demain. Pourquoi à ce moment-là vous mettez J'en prends un tout simple. Monsieur Lang dit il faut faire en sorte que l'argent que les collectivités publiques donneront aux établissements privés, demain, si l'école s'arrête, ne puisse pas servir à autre chose. Il a raison. Et d'ailleurs, c'est dans le texte que je défendrai demain, et depuis longtemps, il le sait bien. Donc tout ça, ce sont des petits jeux d'opinion. Il s'agit de grappiller, de gratter un point ici ou là, une sympathie ici ou là. Ce n'est pas très important. Vous voulez dire qu'il s'agit de politique? Oui, évidemment, vous le savez bien. Alors justement, vous l'avez entendu. Donc c'est très simple. Il s'agit que, une fois pour toutes, soit réglé le contentieux, ou en tout cas les débats qui existaient autour entre écoles privées et écoles publiques, et considérer une fois pour toutes que tous les enfants ont les mêmes droits. Lorsque l'État a dit telle école, tel établissement, il participe à l'effort national, nous signons un contrat avec lui, un contrat d'association par exemple. À ce moment-là, eh bien, la collectivité publique, l'État paie les maîtres, la collectivité a le droit d'aider à réparer les toits. Point. On ne va pas faire une guerre de religion à propos de ce droit élémentaire qu'ont tous les enfants de France à être traités de la même manière. Alors, ils sont aussi traités de la même manière quand ils passent leur bac, et nous sommes en pleine session ça serait grave si ce n'était pas le cas. Du baccalauréat. Les principales épreuves du bac technique sont déjà derrière nous. Nous sommes au beau milieu des épreuves clés, des séries qui vont de A à E. Il y a donc toujours cette forêt de filières. Ce sera plus simple l'année prochaine? Ce sera beaucoup plus simple, non pas l'année prochaine, Christine Ockrent, mais l'année d'après. Ah bon, il faudra que j'attende 2 ans. Eh bien, écoutez, nous avons fait en sorte, vous le savez, il y a eu une rénovation, et les élèves qui auront à passer le nouveau bac, celui que nous avons défini il y a quelques semaines, entrent en première. Donc c'est en 1995 qu'on aura de nouveau des bacs très lisibles, très simples, un bac littéraire, un bac scientifique, un bac économique pour les séries générales, et à l'intérieur des spécialités aussi simples, lettres classiques, lettres langues, ou bien sciences maths, enfin une très grande lisibilité qui fera que tout le monde sera égal devant le bac. Et un vocabulaire un peu à l'ancienne, disons. Alors, à l'ancienne, un vocabulaire compréhensible, parce que si je vous dis F6 ou G3, vous ne savez pas ce que ça veut dire, et la plupart des Français non plus, ils ont beaucoup de mal, donc parlons leur français. Ça n'a l'air de rien. Et moi, je crois que parler français, c'est une grande révolution. Rendre aux gens, tous, du plus initié au plus simple, la faculté de comprendre ce qu'on lui dit. Ne pas le tromper avec des sigles, des lettres, qui en réalité réservent le savoir et donc le pouvoir à quelques-uns. Alors il y a le système, ses filières, ses habitudes, son rituel, et puis il y a toujours des petits malins qui essayent de contourner ce système. Et il semble qu'il soit ainsi possible d'obtenir son bac par la fraude
à condition d'avoir beaucoup d'argent et pas beaucoup de morale. La preuve, Pierre Friedenreich. J'étais très mauvaise élève, d'autre part le programme ne m'intéressait pas du tout et j'avais d'autres centres d'intérêt, alors quand on m'a proposé de le passer à ma place, j'ai dit oui tout de suite. Pour combien? Eh bien la fille qui l'a passé, quand elle m'a remis ma collante, m'a demandé 40 000 francs. C'était en 1990. Depuis, le prix du bac a augmenté beaucoup plus vite que l'inflation. Ça a commencé à 12-15 000 francs en 87 pour grimper en 90 vers 30 000 francs et désormais minimum 80 000 francs le bac. Le livret est vrai, acheté dans une librairie scolaire, mais le tampon est faux, fait sur mesure par un imprimeur sans scrupules. Aussi brillant étudiant que faussaire, Lionel transforme en un tour de coupe-ongle votre carte d'identité. 7 fois, il passera le bac et 7 fois, il l'aura. Ils sont résignés, ils savent parfaitement que le bac, ils ne l'auront pas. Et que s'ils ne l'ont pas, ça risque de poser de graves difficultés avec leurs parents. Nos clients sont issus d'un milieu social très aisé. Leurs motivations sont différentes, soit un cadeau très important du père ou... Genre une Porsche. Est-ce que les parents sont au courant? Je dirais dans un cas sur 3, à peu près. Et alors, vous rencontrez les parents à ce moment-là? Oui, souvent la mère. Et c'est souvent les petits derniers qui sont protégés par la mère. Alors la mère, évidemment, est dans tous ses états quand elle nous rencontre, parce qu'elle fait quand même quelque chose d'illégal. Elle le cache à son époux? Totalement. Session 1991. Lionel a 10 clients. La solution, sous-traiter en recrutant des passeurs de talent. On les recrute dans les écoles de commerce, dans les prépas HEC, où on peut trouver des étudiants d'un niveau intellectuel élevé et qui n'ont pas beaucoup d'argent. Pas trop exigeant. Exactement. Quand une personne a 18 ans, 19 ans, donc réussit son bac à 17 ans, qui est rentré rapidement dans une brillante école de commerce, pour qui voir une somme de 3 000 ou 5 000 francs, c'est quelque chose de considérable. Donc vous prenez beaucoup au passage? Énormément. Lionel est hors la loi. Son délit, pour faux usage de faux, est passible d'une peine de prison. Quant aux lycéens, ils risquent 5 ans d'interdiction d'examen. Mais de toute façon... Si je regarde toutes les personnes pour qui j'ai passé le bac, il n'y en a pas un qui a continué des études supérieures après le bac. Il faut bien savoir une chose, c'est qu'il est impossible de continuer ses études quand on paye son bac. Voilà, la morale est sauve ou presque, mais c'est quand même sidérant, même si c'est très marginal. Est-ce qu'il y a les moyens, Monsieur Bayrou, de renforcer le contrôle antifraude? J'espère que les surveillants font attention, mais malheureusement, chaque fois qu'il y a une règle et que cette règle est appliquée à un très grand nombre de gens, il arrive, hélas, qu'il y ait des fraudes. Mais notre travail à nous, la société, puis le ministre et ceux qui l'entourent, c'est d'essayer de faire en sorte que cette fraude soit le plus difficile possible. Et donc, qu'est-ce que vous comptez faire? Ben écoutez, si votre reporter veut bien me renseigner davantage sur les procédés de la fraude, je me dis simplement que 80 000 francs, en travaillant un peu, il y a un certain nombre de ceux-là qui pourraient les économiser aisément. Oui. Et au fond, c'est une certaine morale. C'est un marché bien étroit. Monsieur Bayrou, vous avez, vous, beaucoup d'enfants. Est-ce que vous en avez qui sont en ce moment dans les affres du bac? Non, soit plus grands, soit plus petits. Bon, donc vous ne perdez rien pour attendre. Merci beaucoup. Souvenir pour accompagner donc les émotions de la classe 93 qui passe ces jours-ci le baccalauréat. Guy Lagache a demandé à un homme plein de ressources, l'inventeur de la carte à puce, Roland Moreno, comment lui avait passé son bac. J'aurais voulu en parler à l'examinateur, lui montrer que c'était pas la peine de m'interroger en physique, que j'étais trop bon pour ça. Et puis, d'un autre côté, j'avais vaguement l'intuition, et heureusement que j'avais cette intuition, que ça se faisait pas du tout, et puis qu'il n'aurait pas compris, puis qu'il aurait cru une arnaque, une magouille, etc. J'aurais voulu lui dire dans ma copie, écoutez, vraiment, je suis à côté de ce niveau-là, en physique, hein, et donc, fichez-moi la paix avec vos questions de cours. C'est vrai que je suis vraiment inadapté aux examens, aux principes des examens, et je crois qu'il doit y avoir chez plein de, je sais pas quoi, d'inventeurs, de créateurs, de créatifs, un principe de transgression, quoi. C'est-à-dire qu'en général, l'invention vient parce qu'on ne respecte pas certaines règles. Et l'examen, c'est juste le contraire. C'est la forme absolue du respect des règles. Et donc, c'est pour ça que ça ne se marie pas bien ensemble.
Et quand on invente, c'est toujours qu'on a piétiné un truc qui ne se fait pas en disant si je le faisais quand même. Et on peut jouer à ça dans plein de circonstances de la vie, mais pas dans un examen. Et surtout pas au bac. Au chapitre économique, pas de réunion demain du Conseil économique et financier franco-allemand. La Bundesbank n'a pas apprécié que le ministre français de l'économie annonce à l'avance son intention de discuter d'une baisse concertée des taux d'intérêt. Voyons rapidement maintenant les tendances des marchés aujourd'hui. Et puis un coup de cœur pour clore ce journal dans la lumière et l'allégresse de Matisse. Matisse dont on peut toujours voir une admirable exposition au Centre Pompidou à Paris. Matisse qui prend enfin possession de son musée de Cimiez à Nice. Il a été restauré, très agrandi. Les 4 étages de cette importante folie du XVIIe et une grande annexe sont maintenant aménagés. Le ministre de la Culture, Jacques Toubon, doit inaugurer demain ce nouveau musée Matisse que vous pourrez visiter à loisir pendant l'été. 32 toiles, une cinquantaine de sculptures, des dessins, des gouaches et presque tous les livres illustrés par Matisse et aussi beaucoup d'objets qui lui furent familiers. Place maintenant à la météo de Florence Klein, au résumé des Jeux méditerranéens et puis un film, Le jour et l'heure. Très bonne soirée, à lundi.